On part d'une personne qui est décédée et on va rechercher des vivants. Le but ultime, c'est de trouver un héritier. On est des Sherlock Holmes. On part de rien. On part d'une personne et on va carrément reconstituer son arbre généalogique. On va essayer de gratter la moindre information. Rares sont les personnes qui ne veulent pas avoir d'explication sur leur passé. En tant qu'être humain, on a besoin de réponses. Et en tant que généalogiste, peut-être encore plus. Ça y est, on y est dans l'histoire. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. Un bon généalogiste, c'est quelqu'un qui est curieux, qui remet tout en cause, qui est observateur et qui aime l'humain. Il se dépasse en permanence, il n'a pas de frontières pour réussir à retrouver la vérité. Je m'appelle Guillaume Reurig, j'ai 47 ans et je dirige une équipe de généalogistes. Je vous amène un nouveau dossier. Il s'agit de la succession de Patrick. A priori, il laisserait une sœur connue. Il se dit unique, mais il n'a aucun livret de famille, donc il faut absolument aller vérifier cet état. Hein, donc j'ai pas beaucoup d'éléments. Donc on va essayer de... Alors j'ai l'acte de décès, voilà. L'extrait d'acte de naissance également. Ah, c'est important. Voilà, ça je pense que ça peut être important. On voit que le père José est né en Espagne. C'est ça, en Espagne. En 1913. Donc il a eu 2 enfants au moins en France reconnus, le défunt et la sœur. C'est ça. Il a alors 34 ans. Dans ce dossier, Aude a également eu vent d'une rumeur rapportée par une cousine et remontant à la guerre d'Espagne. Le père du défunt, républicain, aurait eu une première famille. Il aurait laissé là-bas femme et enfants avant d'immigrer en France pour fuir Franco. Il y a un risque d'avoir d'autres enfants là où est né le papa. Donc il faut absolument faire des recherches en Espagne, sinon on ne pourra pas faire hériter de façon, je dirais, apaisée cette seule héritière. Dans ce dossier-là, la sœur est persuadée de la seule héritière, mais Aude me livre un secret, c'est que le papa du défunt aurait eu peut-être des enfants en Espagne. C'est des rumeurs. Dans notre métier, nous, on est là pour chasser les rumeurs. Il faut qu'on vérifie absolument qu'il n'y a pas d'enfants en plus. Donc on va partir en Espagne, vérifier que la sœur ne se trompe pas. Patrick, le défunt, est mort à 70 ans. Son héritage est constitué d'une maison dans l'Yonne. S'il avait des demi-frères et sœurs en Espagne, ces derniers pourraient revendiquer leur droit à hériter pendant 10 ans. Le délai légal en France. Quand je pars en Espagne, on a juste une supposition. Le père est né en 1913, au commencement de la guerre civile en 1936 en Espagne. Il était en âge de se marier, d'avoir des enfants. Il a très bien pu fuir le régime franquiste ou la guerre civile et venir en France comme beaucoup d'Espagnols à l'époque. Il faut absolument qu'on mette tout en œuvre pour faire lever tous les doutes possibles. Je m'appelle Philippe, j'ai 51 ans, je suis généalogiste depuis 27 ans. Philippe se rend en Espagne, à Yecla, dans la région d'Alicante. Il retrouve sur place sa correspondante locale, Virginia, à qui il a déjà transmis les éléments du dossier et qui va l'épauler dans ses recherches sur José, le père du défunt. Voilà, Virginia. Salut, Philippe. Ça va? Ça va. Je suis ravi de te rencontrer. Bon, bah écoute, c'est parfait. Depuis le temps qu'on se parle au téléphone, enfin, on va pouvoir concrétiser cette recherche et puis essayer d'élucider de la zone d'ombre. Est-ce que José a, oui ou non, eu des enfants ici en Espagne? Donc, on va faire des premières recherches. On y va. On y va. Virginia, qui est donc ma collègue espagnole, me dit qu'on a des neveux et nièces de José qu'on va pouvoir rencontrer. C'est pas uniquement la recherche de l'état civil, c'est la quête de l'histoire d'une personne dans l'histoire d'un pays. Enfin, c'est pas anodin comme genre de recherche. On est en quête de la vérité, mais on doit cerner le personnage, cerner sa vie, et c'est une vraie enquête. Quand précisément José, le père du défunt, est-il venu en France? A-t-il été marié avant de quitter son pays natal? Il est essentiel pour Philippe de savoir si ses neveux, qu'il s'apprête à rencontrer, sont en mesure de confirmer ou non l'existence d'enfants qu'il aurait eus ici,
en Espagne. Bonsoir, c'est Virginia. J'ai rendez-vous avec Maroura à 7 h. Bonsoir Maroura, je suis Virginia. Bienvenue. Maroura est une nièce de José. C'est donc une cousine germaine de Patrick, notre défunt. Passez devant, allez-y. Nous sommes ici pour parler de la vie de José. Je viens de France, je ne sais rien. Nous voudrions comprendre ce qu'il a fait ici, sa vie. Maroura est avec son mari, son frère et sa cousine. Donc votre mère est bien la sœur de José. Exactement. Vous savez pourquoi José est parti vivre en France? Pendant la guerre civile, il était républicain. Il s'est retrouvé dans le camp des perdants, donc à la fin de la guerre, il a dû s'exiler en France. Quand est-ce qu'il est parti en France? Pendant la retraite des troupes en 1939. La retraite des troupes, c'est l'exil en France. Le 18 juillet 1936, une tentative de putsch met l'Espagne à feu et à sang. Les nationalistes du général Franco, soutenus par Hitler et Mussolini, tentent de renverser le gouvernement républicain du Front populaire espagnol. Durant près de 3 ans, cette guerre civile ravage le pays. José est républicain. Il a pris les armes pour résister, alors que des milliers d'Espagnols se retrouvent sur les routes à mesure que les troupes franquistes gagnent du terrain. Après la prise de Barcelone par les nationalistes en janvier 1939, comme beaucoup de républicains, José abandonne le combat et décide de fuir son pays pour sauver sa peau. Il franchit alors les Pyrénées pour se réfugier en France et laisse derrière lui une famille terrorisée par le nouveau régime et la peur des représailles. La dictature de Franco empêchera à tout jamais la famille de se retrouver. À ce moment-là, toutes les familles des républicains ont été persécutées. Clairement. Comme il était républicain, il était recherché. Il voulait le tuer. Alors il s'est enfui et il a laissé sa femme ici. Mais nous ne savons pas exactement quand il l'a épousée. Philippe apprend une information capitale. José a été marié en Espagne. Son mariage a eu lieu en temps de guerre, vous comprenez? Comment s'appelait sa femme? Agueda. Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'il était marié? Oui, bien sûr. Virginia et Philippe n'ont pas fait le voyage pour rien. Reste à savoir si José et Agueda ont eu des enfants. Mais il était toujours loin en temps de guerre. Je ne crois pas qu'ils aient passé beaucoup de temps ensemble. C'était des noces en temps de guerre. Qu'est-ce qu'il s'est passé après son départ en France? Pour être sincère, Agueda ne s'entendait pas très bien avec la famille de José. Il y a eu un petit conflit entre eux. Elle ne voulait pas que José s'en aille, mais sa famille, à lui, voulait qu'il sauve sa peau. Donc ça a créé une animosité entre tous ces gens. Vous êtes sûr qu'il n'a pas eu d'enfant ici? Jamais. Jamais entendu parler d'un enfant? Jamais. Je n'ai entendu parler de personne. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Il ne peut pas y avoir un secret de famille. Vous savez, ça peut arriver parfois. Non, je ne peux rien vous dire de plus. Après ces discussions avec les neveux et nièces, il en ressort qu'il y a une rupture à cette période dans la famille. Jamais revu José, plus personne n'a entendu parler de lui. Personne ne côtoyait Agueda, donc là, de ce qu'ils savent, ils supposent qu'il n'y a jamais eu d'enfant, mais pas la certitude à 100%, bien évidemment. Merci, nous allons y aller. En creusant la piste de l'épouse espagnole de José, le père du défunt, les généalogistes vont découvrir comment est née la rumeur sur l'existence d'un autre enfant et si elle est vérifiée. La rumeur et la fumée du bruit, avait coutume de dire Victor Hugo. Le fait est qu'elle rôde souvent dans les histoires de famille que doivent affronter les généalogistes pour retrouver l'héritier inconnu ou manquant. Elle est même souvent le point de départ de leurs recherches. Et elle se vérifie parfois. Dans les successions, dès qu'il y a un doute, une éventualité d'enfant naturel, placé, caché, abandonné, le notaire
se doit de faire appel à un généalogiste, soit pour infirmer les soupçons, soit pour les confirmer. Et c'est là que c'est intéressant pour nous. Je m'appelle Henri, j'ai 34 ans et je suis généalogiste depuis 12 ans. Ah ben voilà. Mireille. Henri entame à peine ses recherches sur un nouveau dossier de succession. C'est bien elle, et même sa photo. Avec son mari. Voilà à quoi elle ressemblait. À ma femme, à ma maman, papa, maman, nous vous aimons très fort. Le notaire nous dit, du premier mariage, il y a eu un enfant, on en est sûr. Il est marqué dans le jugement de divorce. Et du deuxième mariage sont issus 4 enfants, on a le livret de famille. Donc là, on a déjà 5 héritiers. Mais le notaire, quand il nous transmet le dossier, il nous dit aussi, attention, finalement, il y a peut-être une surprise, il y a peut-être d'autres enfants. La rumeur, comme souvent. Les on-dit. Mireille est décédée à 73 ans. Elle a été mariée 2 fois, 2 unions durant lesquelles elle a eu des enfants. Mais combien exactement? Henri doit absolument vérifier. Notre généalogiste va d'abord s'intéresser au premier mariage de Mireille. Elle avait à peine 16 ans. J'ai quelques informations sur Mireille. Elle est née à Boisemont, dans l'Eure, et elle s'est mariée à Suzé, juste à côté de Boisemont. Mais à part ça, pas grand-chose d'autre. Il faut exploiter cette piste. C'est un peu un coup de poker, hein. C'est une supposition que je fais. Je pars du principe qu'elle a pu avoir des enfants dans la grande ville à côté de Suzé. Et la grande ville, c'est les Andelys. Donc je vais tenter ma chance pour consulter l'état civil. De quel registre avez-vous besoin? De quelle année? Alors des tables décennales de naissance, oui. De 1953 à 72. Oui. S'il vous plaît. Alors. C'est vraiment là la traque pour retrouver ces éventuels enfants. C'est vraiment un jeu de piste. Il faut procéder avec méthode. Alors, table décennale. Alors, je vais commencer en 1959, parce que c'est marié en 1959. Non, il n'y en a pas en 59. Je vais essayer en 60. Henri passe au filtre toutes les naissances déclarées à partir de l'année de mariage de la défunte. Et très vite, il met le doigt sur un nom. Alors voilà, il y a une naissance qui pourrait correspondre. Marie-Josée Lucienne, 16 avril 1960. La rumeur semble se confirmer. Marie-Josée est peut-être l'enfant inconnu de Mireille. Henri recoupe l'information sur le registre d'état civil. 15 avril, elle est là. Fille de Mireille Pierrette Claudine, c'est bien elle. Et là, bingo, sur la table décennale, je vois une Marie-Josée. C'est bien la fille de Mireille. Maintenant, je sais que ces rumeurs se confirment vraiment. Pour Henri, cette première découverte peut en appeler bien d'autres. Son enquête commence vraiment. Et là, tout de suite, je me pose des questions. Est-ce qu'elle a été placée? Est-ce qu'elle était abandonnée? Peut-être adoptée? Alors là, l'histoire prend tout à fait une nouvelle tournure. S'il y a un enfant abandonné, il y en a peut-être 2, 3, 4. Je regarde évidemment s'il n'y a pas d'autres enfants nés aux Andelys. Il n'y en a pas d'autres. Donc s'il y a d'autres enfants, c'est qu'ils sont nés ailleurs. Alors, est-ce que je pourrais chercher? Ça risque d'être compliqué. Mireille avait sans doute une part d'ombre. Dans les données que le notaire nous a fournies, on sait qu'il y a une fille issue du premier mariage. Cette fille est née à Paris. Donc, je me dis qu'il y a peut-être d'autres enfants de Mireille nés à Paris. Je continue les recherches. Et là, je retrouve en 1963 la naissance d'un fils, Michel, né à Paris 14e. La rumeur 2 fois avérée. Henri a maintenant mis la main sur 2 enfants inconnus de sa défunte Mireille, Marie-Josée et un certain Michel. Je l'appelle pour m'assurer que c'est bien lui et je décide d'aller le rencontrer. Pour organiser la rencontre, Henri a téléphoné à Michel. Ce dernier lui a appris qu'il savait qu'il était un enfant abandonné et que sa mère biologique s'appelait bien Mireille. Mais quel lien a-t-il eu avec elle? L'a-t-il seulement connue? Bonjour. Henri de Bretèche. Enchanté. Merci de me recevoir. Allez-y, rentrez. Merci. Attention. Merci.
Voilà, je vais tout vous expliquer. Moi, j'ai été chargé par un notaire de retrouver les héritiers d'une personne décédée dans votre famille. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un décès survenu il y a quelques mois, quelques années? Non. Alors, en fait, c'est Mireille qui est décédée. Vous étiez au courant de ce décès? Absolument pas. Est-ce que vous aviez des relations avec votre mère biologique? Non. Vous n'aviez plus de contact avec votre mère depuis quelques années? Depuis combien de temps à peu près? Jamais. Rien du tout. J'étais mis à l'assistance publique à l'âge de 6 mois et on m'a placé dans le Berry. Mon père, c'était un prisonnier. Apparemment, il faisait des casses, il faisait beaucoup de... Il avait des problèmes au niveau de la police. Donc elle a quitté mon père et elle m'a mis à l'assistance publique, croyant qu'elle faisait une... Comment je dirais? Une bonne action, oui. Si son travail de généalogiste consiste à établir la vérité de la filiation, Henri sait aussi qu'annoncer de telles nouvelles à ses interlocuteurs est toujours très délicat. Si vous pouviez la rencontrer aujourd'hui, votre maman, qu'est-ce que vous lui diriez? Des mots qu'on n'ose pas dire. Je pense qu'elle me manque vraiment. Ça m'a toujours perturbé, ça. Vous voyez, j'en parle, j'ai de l'émotion. Et est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs ou, Bien sûr. On était 5. Vous étiez 5 enfants du premier mariage? Voilà. D'accord. Donc vous avez 4 frères et sœurs. Ma mère, à 20 ans, elle avait 5 enfants. Donc vous voyez, c'est pas banal. Oui. Et vous êtes en contact avec vos frères et sœurs du premier mariage de votre mère aussi? Non. Et comment avez-vous eu connaissance des autres frères et sœurs? Tout simplement parce que ma mère adoptive faisait des anniversaires et invitait automatiquement mon frère et ma sœur n'étaient pas très loin, en fin de compte. Et j'ai une autre sœur que j'ai vue un peu plus tard, à l'âge de 14 ans peut-être. D'accord, ça c'est intéressant pour moi. Est-ce que vous connaissez leurs prénoms? Alors Marie-Josée. Marie-Josée. Oui. Après, donc, il y avait Jean-Luc. Oui. Et ensuite, j'ai connu Catherine. Et la dernière... D'accord. Michel m'apprend quelque chose de capital, c'est qu'il a des frères et sœurs, et qu'eux aussi ont été abandonnés. Donc je me dis que c'est peut-être une revanche un peu, une revanche de l'histoire. Ils vont être héritiers de Mireille, de leur mère, celle qui leur a donné la vie. Pas celle qui les a élevés, mais bien celle qui leur a donné la vie. Votre mère était propriétaire en partie d'une maison en région parisienne, et la maison est restée intacte depuis son décès. D'accord. Après, moi, l'argent, ça ne nous intéresse pas. Moi, c'est surtout sentimental, c'est-à-dire qu'on va peut-être retrouver, grâce à cet héritage, Catherine, Marie-Josée, les enfants de ma mère, et puis peut-être que je vais connaître, je sais pas, des tantes, ou je sais pas ce que ça va nous emmener, mais ça peut être sympa. Que moi, j'ai rien aujourd'hui. Ça me plairait bien. Michel, au fur et à mesure de la conversation, je sens que finalement, il en manque de ce lien affectif avec sa mère qu'il n'a pas connu. Je me dis qu'à mon niveau de généalogiste, j'ai peut-être le pouvoir de lui rendre un peu ce qu'il n'a pas eu. Je vais essayer d'organiser une rencontre entre Michel et un de ses frères et sœurs. Henri va réussir son pari. Une rencontre entre Michel et l'une de ses sœurs aura bien lieu. Il arrive parfois qu'une recherche d'héritiers confronte les généalogistes successoraux à l'histoire d'un pays dont le régime a persécuté des familles entières pour des raisons politiques. Il est alors souvent question de séparation, de fuite, d'exil et de familles que le temps a fini par disloquer. Dans le dossier espagnol, Philippe et Virginia doivent maintenant vérifier la réalité du mariage entre José, le père du défunt Patrick, et une certaine Agueda. Ils ne peuvent se contenter de simples témoignages et ont espoir que les documents d'état civil leur apportent des informations supplémentaires sur l'existence d'un enfant né de cette union. Voilà l'archive. D'accord. Donc José est né le 3 octobre 1913. D'accord. Les naissances... Non, patrimoine. Voilà. Et alors? Les tables alphabétiques. Les tables alphabétiques. Les registres de mariage confirment que le père du défunt s'est bien marié en pleine guerre civile espagnole. Alors? Après, les professions. Ouvrier. Ouvrier. D'accord. Contrajo matrimonio. Est marié.
Donc ça, c'est important. Ça confirme bien ce qu'avait dit la cousine. Il y a bien eu un mariage du père le 29 janvier 1938 avec Agueda. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas dû se remarier en France. Tu comprends? Parce que interdiction de divorcer en Espagne à cause du franquisme et de tout ça. C'est ça. Et voilà l'acte de mariage. D'accord. Águeda, de profesión sus labores, domiciliada en Puerto Rico 24. Donc là, au niveau état civil, maintenant, il faut qu'on voit les naissances à partir du mariage pour voir s'il y a d'éventuels enfants de ce couple-là. Philippe et Virginia ont mis la main sur l'adresse d'Agueda au moment de son mariage avec José en 1938. Ils peuvent maintenant consulter les dossiers de recensement, savoir ainsi qui vivait sous son toit à cette époque et peut-être trouver la présence d'un nouveau-né. Voilà. 24 ans, ben voilà, super. On peut voir que Águeda a 23 ans et mariée. C'est les filles de Mathias et de Francisca. Les dossiers de recensement confirment l'information donnée par la famille de José. Il n'y a pas d'enfants avec elle. Aucune trace de l'existence d'un enfant qu'aurait eu Agueda. Et des fils de Mathias et de Francisca. Donc ça veut dire que les parents vivent avec Agueda et 1, 2, 3, 4, 5. En revanche, Virginia et Philippe mettent la main sur des membres de la famille d'Agueda qui, eux, ont eu des enfants. Donc là, l'idée, c'est de les retrouver, ou vivants, ou des enfants d'eux, c'est-à-dire des nouvelles d'Agueda. Oui. Et pourquoi pas aller au rue. Oui, c'est pas très loin d'ici, on peut aller voir si éventuellement il y a encore des membres de la famille qui vivent au domicile. Oui, totalement, d'accord. Ok. Après la famille de José, le père du défunt Patrick, Philippe et Virginia décident maintenant de s'intéresser à celle d'Agueda. La période trouble durant laquelle se déroule l'histoire du couple les oblige à pousser plus loin leurs investigations pour écarter définitivement l'existence d'un enfant. Si on a la famille d'Agueda, logiquement, ils pourront nous dire si elle a été enceinte, si elle a eu des enfants, oui ou non. Le lendemain matin, nos deux généalogistes se rendent à l'adresse où vivait la famille d'Agueda. Excusez-moi, pouvons-nous vous poser une question? Oui. Nous recherchons la famille d'un homme qui est mort en France et de sa femme, qui s'appelle Agueda. Vous connaissez? Oui, Agueda vit un peu plus haut. Non, la femme dont on parle est morte en 1991. Ah, il y a une femme qui s'appelle Agueda et vit dans cette rue. C'est une personne âgée, si ça se trouve, elle connaît. On peut la voir? Bien sûr. Vous pouvez venir avec nous pour nous la présenter? Oui. Bonjour. Bonjour, nous cherchons une famille qui a vécu ici au numéro... En 40. Je ne sais pas. En 40, je n'étais pas née. Je suis née en 42. Ah oui. N'y aurait-il pas quelqu'un de plus âgé qui pourrait connaître? Ah, tu sais qui on pourrait voir? Le grand-père de Juani, qui connaît tout le monde. On va voir Juani? Allez, allons-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. On va demander à sa fille. Qui est-ce? Juani, c'est Maria, la femme de Juan. On peut te voir un moment? Oui. Vous pourriez travailler avec nous. Ça me paraît super intéressant et je suis curieuse. Salut. Ils sont en train de chercher une personne qui est partie vivre en France et qui était mariée avec une Agueda. Et son père s'appelait Mathias. Et sa mère Francesca. Vous connaissez? Ah oui, je savais que ça lui dirait quelque chose. Ils avaient d'autres enfants. Agueda, Francesca, Remedios, José, Angel et Mathias. Vous vous souvenez? Donc là, on ne peut pas mieux tomber. Et lorsqu'on évoque les différents prénoms, le nom des parents, les prénoms, etc., on voit que ses yeux s'ouvrent et que
Il y a un petit brillant qui nous dit qu'elle connaît. Ce que je peux faire, c'est demander le numéro de téléphone de la fille. C'est la nièce d'Agueda. Vous avez son numéro? Nous pouvons l'avoir? Nous vous attendons ici. Non, entrez. Merci beaucoup. Merci pour tout. L'enquête de voisinage a porté ses fruits. Philippe et Virginia obtiennent le numéro de téléphone d'une nièce et d'un neveu d'Agueda. Je me sens impatient de rencontrer la famille d'Agueda. Je vais enfin avoir des gens assez proches des neveux et nièces qui vont dire oui, on a connu et voilà. La vérité, c'est ça. Ce dernier rendez-vous est crucial pour Philippe et Virginia. Tous les deux savent qu'ils arrivent au bout de leur enquête. Hola. Hola, buenas tardes. Bonsoir, je suis Virginia, je vous ai parlé au téléphone. Bonsoir, Philippe de Paris. Entrez. Merci. Nous sommes en train d'enquêter. Ici, nous avons appris qu'en effet, José avait été marié avant de venir en France. En 1938, il s'est marié avec Agueda. Oui, c'est bien ma tante. À ce qu'on m'a dit, elle s'est mariée ici. Et son mari est parti en France à la fin de la guerre. C'est ça. Ce que je sais, on me l'a raconté. Quelques années après, elle est allée en France. Tout comme un autre oncle et pas mal de gens. Elle voulait retrouver son mari. Et ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle l'avait retrouvé, mais qu'il avait refait sa vie avec une autre personne. Et qu'il avait un enfant. Il avait une autre famille. Moi, je n'ai appris son histoire que très récemment. Au bout de quelques années, elle est revenue s'installer ici avec un autre homme. Mais Agueda avec José, elle a eu des enfants ou pas? D'après une cousine, Agueda a fait une fausse couche et l'enfant était certainement de José. C'est-à-dire qu'elle a eu un bébé qui est mort? Non, elle n'a jamais accouché. Pas de bébé? Non. D'accord. Philippe et Virginia ont maintenant leur réponse. José et Agueda n'ont pas eu d'enfant, mais la rumeur sur son existence n'était pas complètement infondée. José et Agueda, c'est l'histoire d'un couple que la guerre d'Espagne a séparé à jamais. On apprend que finalement, Agueda était enceinte, donc elle n'est pas allée au terme de sa grossesse. Et on peut tout échafauder, que José était au courant, mais malgré les raisons politiques, il a fui sans pouvoir faire autrement, ou alors qu'il est parti sans jamais le savoir. Alors là, il y a plein d'hypothèses possibles. Là, on n'aura jamais la réponse. C'est deux destins brisés, finalement. Merci pour cette petite histoire qui s'inscrit dans la grande histoire de votre pays. C'est bien à rappeler de temps en temps. Au revoir, merci. Philippe est désormais en mesure d'affirmer que Patrick, le défunt, et sa sœur étaient les seuls enfants de José, le républicain espagnol exilé en France après la victoire de Franco. La sœur de Patrick héritera donc de la totalité de la succession, qui n'est pas encore évaluée à ce jour. Parfois, les généalogistes ont à traiter des dossiers qui les interpellent. Cela leur arrive non pas lorsqu'ils prennent connaissance des dossiers eux-mêmes, mais plutôt lorsqu'ils découvrent les terribles conditions dans lesquelles leurs défunts vivaient. À commencer par l'état de leur habitation. Quand on pénètre la maison de quelqu'un, on va découvrir qui était cette personne. Alors, il y a une constante, c'est qu'on ne range jamais sa maison avant de décéder. On ne se dit pas, allez, dans 2 heures, je décède, je vais ranger de façon à laisser les choses impeccables. Mais là, j'ai 20 ans de généalogie et je crois que je n'avais jamais rencontré ça. Je m'appelle Damien, j'ai 47 ans
et j'exerce depuis 20 ans le métier de généalogiste successoral. Ah, c'est terrible, hein. Je crois que j'ai jamais vu ça. Non mais c'est délirant, c'est délirant. Ben, la cuisine est dans le même état, tout est jonché de détritus. Oh là 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 là. Ah, il y a plein de crottes de rats, là. Attention, attention! Il y a plein de toiles d'araignée. Ça, c'est quoi, ça? Ah! Il y a un truc, là. Il y a un truc à bouger? Ah, il y a une souris. Comment quelqu'un peut vivre comme ça aujourd'hui? Qui était Bernard? Cet homme qui est décédé ici à 71 ans. Comment a-t-il pu vivre et finir ses jours dans un tel environnement? Quelques mois plus tôt, Damien est sollicité par une notaire du Calvados. Cette dernière fait appel à ses services pour un dossier épineux. Elle doit régler la succession de ce défunt qui vivait seul. Bonjour Nelly. Bonjour Damien. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je vous ai fait venir pour un nouveau dossier qui me pose problème. Une nouvelle affaire qui s'annonce? Oui. Alors, c'est un monsieur d'une 60aine d'années qui a été retrouvé mort dans son lit par Madame le maire de la commune. Elle a trouvé bizarre qu'elle ne le voit pas pendant 3 jours. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a trouvé les lumières allumées en plein jour, la musique à fond apparemment. Elle est rentrée dans la maison, elle se doutait bien et elle l'a trouvé mort. Moi, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de connaître ce qu'il a été, ce monsieur. Il n'y avait pas de frères et sœurs, de cousins ou un parent quelconque qui était dans son environnement, qui aujourd'hui pourrait nous aider à avancer dans la recherche. Alors, a priori, c'est un monsieur qui était très seul, qui n'avait pas de famille connue, pas d'amis, et il voyait vraiment personne. J'ai vraiment pas grand-chose pour démarrer mon dossier. Est-ce que vous avez déjà des éléments par rapport à l'état civil? Peut-être que... Voilà le seul document que je peux vous remettre. D'accord. C'est l'acte de décès. C'est le seul document, finalement? C'est tout ce que j'ai. Alors, je vois que mon défunt s'appelait Bernard et que c'est quelqu'un qui est du secteur, puisque je vois que ses parents étaient sur la Manche. Donc, c'est une famille locale. Il a un petit patrimoine, ce monsieur, où on a des éléments? Il y a la maison, il y a un tout petit peu de terre, et puis pour le reste, je ne sais pas. D'accord. Donc, il faut comprendre que pour nous, c'est presque une enquête policière, avec un seul indice, ce petit bout de papier. Je lis sur l'acte de décès le nom de Bernard, le nom de ses parents, son lieu de naissance, sa date de décès. Et je dois commencer mon enquête à partir de ces faibles éléments et aller redécouvrir la famille. Damien débute son enquête en allant rencontrer la mère du village où vivait Bernard. Jean-Yves le maire, Damien Gérard. Bonjour monsieur. C'est très gentil à vous de m'avoir consacré un petit peu de temps. Madame la maire connaît bien la vie des 780 habitants de sa commune. Et c'est elle qui a retrouvé le corps de Bernard. Bernard, d'après ce qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui vivait très seul. C'était une personne très renfermée. J'ai connu sa maman, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pareil, elle vivait... C'est une famille qui vivait renfermée chez eux. Donc, en autarcie un petit peu, les uns avec les autres? C'est un choix. Ils étaient tous les deux, mais c'est un choix qu'on respecte tout à fait. Donc c'était leur façon de vivre tranquille. Il n'y a jamais eu de petite amie, de conjointe? Non. Pas de vie amoureuse, pas d'enfant? Vie amoureuse, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, pas d'enfant qui venait le voir? Non, une vie privée très privée. D'accord. Donc il y a un grand secret. Un grand secret. Un grand mystère sur sa vie privée. On ne sait rien. On ne sait rien, mais c'est comme ça. On respecte. Et c'était quelqu'un qui était timide, qui était... Très timide, très renfermé, d'une gentillesse extrême. Il faisait quoi comme activité, Bernard?
Alors, il a été employé en imprimerie, salarié en imprimerie, et dernièrement, il travaillait dans les espaces verts. Il allait chez les personnes et il entretenait les jardins. Pourquoi Bernard fait comme ça un petit peu esselé? Quelqu'un de seul comme ça, c'est assez rare. Il a toujours accompagné ses parents, il est toujours resté auprès de ses parents. Je pense que ça l'a empêché aussi de sortir et de vivre autre chose. Voilà la tombe de la famille. Comment vous avez fait pour ces obsèques? On est encore en petite communauté, donc quand on a recherché sur le plan du cimetière, on a retrouvé le caveau familial. Et ainsi, on a pu prendre la décision de mettre Bernard avec sa famille. Par contre, il y avait du monde. J'ai eu la joie de pouvoir voir ses anciens camarades de classe et puis ses employeurs actuels. Mais pas de famille. Personne ne vous a appelé, nous a contacté? Non, on espérait en organisant, en mettant dans les journaux l'avis de décès, mais non, il n'y a eu aucun contact. Damien poursuit son enquête. Il lui faut absolument reconstituer la généalogie de son défunt Bernard. Avec Karine, il va falloir, pour commencer notre travail, nous rendre aux archives départementales de Saint-Lô, parce que le père et la mère de Bernard étaient originaires de la Manche. Je te propose, on fait un petit point, qu'on attaque les recherches pour que je me recadre un petit peu le dossier. Alors moi, j'ai pu constater que le défunt n'avait pas eu de postérité. Non, pas d'enfant, voilà. Ça on est sûr. On n'en a pas découvert sur le Calvados, sur la Manche, sur Paris, parce qu'il a vécu avant le décès de son papa. Sur Paris, 12e arrondissement, on n'a pas retrouvé d'enfant. Il ne laissait pas de frères et sœurs, il était fils unique. Donc, il nous faut aller chercher des oncles et tantes. Des oncles et tantes. Du côté du père et du côté de la mère. Ou des cousins germains. Si les oncles et tantes sont décédés. Voilà, tout à fait. Nos enquêtes nous confirment très rapidement que Bernard était fils unique. Il n'a pas eu d'enfant, donc je sais qu'il va falloir que je retrouve des oncles et tantes. Et le cas échéant, si ces oncles et tantes sont décédés, des cousins germains. Donc on a la ligne paternelle et la ligne maternelle à rechercher. On va repartir des grands-parents. Est-ce que tu as identifié la grand-mère déjà? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ayant identifié la grand-mère du défunt, Karine récupère le dossier de succession de cette dernière. C'est la déclaration de succession de la grand-mère que tu as pu récupérer. Tout à fait. Donc avec un peu de chance, on croise les doigts. On va découvrir des oncles et tantes du défunt en ligne paternelle. Voilà. Alors, surprise. Donc, il s'agit bien de... Madame Marie Bathilde, domicilio Ménil-Opac. Elle est décédée le 14 mai 65. Alors, elle nous laisse 4 enfants. On va retrouver Auguste. C'est le père de notre défunt. C'est ça. On a un frère qui s'appelle Aimable. Les deux généalogistes constatent très vite que le père du défunt a eu 3 frères et sœurs. À Saint-Jean-des-Blaisans, le 2 octobre 1914. Et à l'époque, il est marié, ce monsieur. Ah, c'est ça qui va être intéressant à exploiter. On a une sœur qui, à l'époque, est mademoiselle Jeanne Augustine Blanche. Certains d'entre eux s'étant mariés, il est donc fort probable que le défunt ait eu des cousins germains dans cette partie de sa famille. C'est donc Robert, Auguste. Ah, c'est le petit dernier. Enfin, en poursuivant leurs recherches, Damien et Karine découvrent également que Bernard avait des oncles et tantes du côté de sa mère. Avec Karine, aux archives, on découvre la postérité des grands-parents de Bernard. Donc, on sait que le père de Bernard est issu d'une famille de 4 enfants et que la mère de Bernard est issue d'une famille de 6 enfants. Ce que je ne sais pas, et il va falloir que j'y apporte une réponse, c'est est-ce que ces personnes sont encore en vie? Donc ça, je vais aller le vérifier en mairie. À la mairie, nos deux généalogistes vont constater que les oncles et les tantes du défunt sont aujourd'hui décédés. En revanche, les registres de la mairie leur révèlent que Bernard a eu 11 cousins germains qui sont, de fait, ses héritiers. En rencontrant certains d'entre eux, Damien va alors découvrir la véritable raison du trouble du comportement de Bernard. Un terrible fait divers dont il a été le témoin 40 ans plus tôt l'a totalement anéanti. Les seules rumeurs qui ont lieu d'être sont celles qui se vérifient. C'est le cas en généalogie, lorsqu'elles incitent les spécialistes à enquêter pour savoir si, oui ou non, un enfant a été écarté de sa filiation. C'est le cas dans le dossier qui concerne Michel et ses frères et sœurs,
abandonnés par leur mère Mireille. Après ma rencontre avec Michel, je sais qu'il a eu 2 autres frères et sœurs dont je n'ai que les prénoms. Je ne sais rien d'autre. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allez, Nicole, tu dis au revoir? Oui, le chat, au revoir. Je repars à Paris et je fais la technique de l'escargot. Je cherche par cercle concentrique les communes autour de Paris 14e. Donc je vais à Issy-les-Moulineaux, à Vanves, à Malakoff et à Bagneux. Et là, à Bagneux, je trouve une naissance, la naissance d'une fille, Catherine. Et donc du coup, je vais continuer comme ça mes recherches jusqu'à les trouver tous. Ainsi, Henri a retrouvé tous les enfants de Mireille. Elle en a eu au total 9, 5 d'un premier mariage entre 16 et 24 ans et 4 d'un second. Et elle a abandonné les 4 aînés. Tous les héritiers de Mireille sont retrouvés. Il me reste une chose à faire, c'est d'organiser cette fameuse rencontre que j'avais promise à Michel avec sa sœur Catherine. Donc je me rends à Marseille dans le but de faire se rencontrer les 2 frères et sœurs qui ne sont pas vus depuis 40 ans. Ma sœur, je l'ai très peu vue. C'est connu, j'avais 16 ans. Ça fait 40 ans que j'attends. Je ne sais pas comment je vais réagir. On va voir si vraiment le lien du sang parle quand même. Bonjour madame. Bonjour. Henri de la Bretagne. Ravi de vous voir. Moi aussi, envie de vous rencontrer. Je vous présente, s'il le fallait, votre frère. Votre frère Michel. Waouh. T'as pas changé? Ah oui, dis donc, waouh. Ah, c'est vraiment merci, Seigneur, c'est un cadeau. Mon épouse. Wow, bonjour, cadeau. Bonjour, Catherine. Mon beau-frère. Je suis content. Ouais, moi aussi, vraiment. Wow, super. Alors, tu sais que j'ai le cœur qui bat. Hein. Ah ouais, non, mais je sais pas comment quitter ton cœur, toi, mais... Moi, je rigole, je sais. Michel, comment vous vous sentez là maintenant que vous avez retrouvé votre sœur Catherine? Extraordinaire. C'est un tourbillon de joie, de bonheur. Je dirais miraculeux parce que je m'y attendais pas. Je pensais que c'était fini, que jamais plus... On se verrait, oui. Ouais. C'est comme 2 aimants, en fin de compte. Quand tu rapproches les bons pôles, ça colle. Même s'ils ont été séparés 40 ans. Même s'ils ont été séparés. Ah, Catherine? Ouais. Ah non, mais... C'est ça que j'attendais, voilà. Parce que j'étais tellement en manque d'amour, je veux dire, pas d'amour, rien. Des jours, des mois, des années, sans rien, sans amour. Donc c'était vraiment, mon enfance, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose d'horrible. Que toi, t'as été maltraitée? Ah ouais, moi j'étais dans une famille où on m'aimait pas, où vraiment il n'y avait aucun câlin, il n'y avait rien du tout. Donc je me suis posé la question, je me disais pourquoi on m'aime pas, pourquoi? Et puis un jour elle me l'a dit, que j'étais pas sa fille et qu'elle m'a raconté, voilà, t'avais 2 ans quand t'es arrivée. Et bon, j'ai pris par pitié et ça a été dur. Parce que vivre sans amour, c'est... On peut pas imaginer ce que c'est. Qu'elle m'a jamais donné une photo de ma mère. Ça vous manque? Ah ouais. Ouais. Oui, parce que on aime savoir un peu nos racines. C'est un besoin, c'est quelque chose en nous. Moi, j'ai une petite surprise. Ah ouais. Alors, j'ai la chance d'avoir obtenu 2 photos de la part du notaire. Voilà. Ça va vous permettre de vous remémorer un peu son visage. Ah oui. Oh, elle est belle, hein. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir votre mère comme ça? De la voir, oui. Parce que j'ai jamais vu. Donc de voir ma mère. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça, c'est super. Je trouve que je lui ressemble un peu, hein? Le sourire, hein? Tu trouves pas? Un petit peu le sourire, hein? C'est vrai. Un petit peu le bas du visage. Je pense que maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est peut-être l'arbre généalogique. Alors, je vais vous montrer ça. On a donc du premier mariage de votre mère 5 enfants et du deuxième 4 enfants. Votre mère a eu 9 enfants au total. Wow. Vous voyez, vous êtes bien reliés par le même trait. Même si vous ne vous connaissez pas, l'arbre généalogique le montre. Vous avez tous un lien de filiation. C'est un choc quand même, hein? J'ai passé des années sans famille. Je m'y étais faite.
Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, j'aurai jamais de famille. Oui, et maintenant c'est trop. Non, mais c'est d'un seul coup d'avoir voilà, d'avoir une famille en fin de compte nombreuse. Là, d'un coup, waouh, c'est merveilleux. Ça me donne... Ça me fait exister, comme disait Michel. Oui, voilà, c'est ça. Vivre sans amour, on ne peut pas imaginer ce que c'est. J'avais des frères, j'avais une sœur. J'ai envie de les connaître parce que c'est ma famille. J'attendais vraiment un amour et que j'ai trouvé en Michel. Cet amour que je cherchais depuis tant, je l'ai eu tout de suite. Voilà, un frère et une sœur, voilà. Parce qu'un amour d'une frère et d'une sœur, quand on s'est vus, c'était comme ça, voilà. Et c'est ça que j'ai trouvé en Michel. Grâce à vous, c'était un moment heureux. Il n'y a pas de mots pour ça. Ouais. C'est une belle histoire qui se joue devant moi. Deux frères et sœurs séparés contre leur gré depuis 40 ans se retrouvent. Et non seulement ils se retrouvent, mais en plus, ils se retrouvent chaleureusement. Ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils se tiennent par les mains. C'est très touchant de voir qu'en fait, le lien de filiation qui les unit, il est indéfectible. Ce sont deux frères et sœurs, qu'ils le veuillent ou non, qu'on les ait séparés ou non. Les 9 enfants de Mireille hériteront de sa maison située en région parisienne, estimée à 105 000 €. Au cours de leur vie, certaines personnes connaissent des accidents de parcours qui les font sombrer dans une terrible solitude. Après leur décès, les généalogistes chargés de leur succession constatent alors les conséquences d'un tel isolement social, des lieux généralement insalubres et des conditions de vie effroyables. C'est le cas dans le dossier de Bernard que traitent Damien et Karine. Damien a retrouvé et contacté les 11 cousins germains du défunt. Bernard n'ayant pas eu d'enfant, ce sont ses héritiers. Bernard, c'est quelqu'un qui vivait à quelques kilomètres de certains de ses cousins. Et malgré ça, malgré ce lien de famille, c'est quelqu'un qui est décédé tout seul. 6 d'entre eux ont accepté de se retrouver chez lui. Bonjour, monsieur. Arrive ce moment de l'inventaire, je sais que ça va être un moment fort, un moment difficile. C'est presque un moment que j'appréhende avec les héritiers. Parce que je me souviens, moi, du moment où je suis rentré, où j'ai découvert cette maison, ça a été un moment violent. Le soir, je suis rentré chez moi, j'étais mal. Pour eux, ça va être d'autant plus violent que c'est un membre de leur famille, c'est leur cousin. Ses cousins l'avaient tous plus ou moins perdu de vue. Bernard, donc votre cousin, était quelqu'un qui était très seul. Vous l'avez peut-être connu quand il était plus jeune. Très timide, très réservé, très gentil, mais solitaire. Ouais. Ça fait combien de temps que vous l'aviez Moi, je ne l'ai pas vu depuis les 80 ans de la grand-mère. Alors, ça remonte... La grand-mère 75, oui. 75, au lendemain du décès de son papa. Et toi, tu l'as vu il n'y a pas très longtemps? Il n'y a pas très longtemps, il y a 18 mois à peu près. D'accord. Moi, j'ai essayé de l'appeler, il ne répondait pas, mais je lui en ai parlé quand on s'était revus en 2012. Il m'a dit, je ne décroche pas mon téléphone. Vous ne savez pas si dans sa vie, il y a quelque chose, un moment qui a fait que... L'histoire du suicide de son patron, sa patronne et la fille, ça l'a... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé le patron, la patronne et la fille mortes. Morts. Quand il était jeune... Imprimeur. D'accord. Et ça l'a fragilisé énormément? Ça le suivait. Hein. C'est obligé. Vous effacez pas une image de 3 morts, ça doit être dans les années 80 à peu près. C'est un fait divers local qui va avoir une grande importance pour Bernard et qui va sans doute le conduire à cet état d'isolement. Ce monsieur était imprimeur. C'était une toute petite imprimerie où il n'y avait qu'un seul employé, lui, Bernard. Un jour, il arrive chez son patron et là, il découvre quelque chose de terrifiant. Son patron s'est donné la mort et préalablement, il a tué sa femme et sa fille. Et c'est quelque chose qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Je vous propose qu'on fasse le grand saut. On va rentrer et puis moi, je vais procéder à l'inventaire du mobilier. Ça va vous faire un petit choc, je pense. Parce que on va pas dire que votre cousin avait le sens du ménage. C'est un euphémisme. Ah oui, à ce point. On y va? On y va. Je passe devant vous.
oui. Faut voir pour croire. Oh, mon Dieu. Ah oui. C'est fou. C'est incroyable. Donc c'est très triste. On Ouais, va se demander comment on peut en arriver là sans que personne ne se rende compte. 18 mois environ, mais j'étais bien habillé, propre. C'est ahurissant, quoi. C'est impensable. Impensable. C'est impressionnant. Impressionnant. Faut vraiment... On croit que ça n'existe plus. Hein. Je suis un peu... Je suis un peu bouleversé par de voir la façon dont il vivait par rapport à la façon dont je l'ai vu, moi. C'est un tel contraste de vie que j'ai du mal à comprendre, quoi. Mais voilà, on a l'impression qu'il se sentait bien dans sa vie et finalement c'était pas si bien que ça, quoi. Enfin, voilà. Il savait en tout cas cacher toute cette, tout ce côté de sa vie. C'est tout. Je saurais pas dire. C'est bouleversant. Quand tu vois tout ça, je crois qu'on va rester marqué. Hein? Une propriété en très mauvais état, mais avec un peu plus de 3 hectares de terre et 30 000 € de liquidité bancaire, c'est le patrimoine que laisse Bernard à ses 11 héritiers. Il y a quelqu'un? C'est pas possible. Oh là là. Bon, bah, on a un petit syndrome de Diogène, là. Hein. Je suis allé de surprise en surprise. Ah oui. Est-ce qu'il revendait les affaires? Personne ne sait et on n'aura pas la réponse. Parfois, par des révélations de secrets de famille, on va annoncer des choses qui sont des points de non-retour dans la vie des gens. Alors finalement, toutes les photos que vous avez découvertes, pour vous, c'est des inconnus, vous ne savez pas qui c'est. Qui c'est? Est-ce que c'est de ma famille? Dans le cadre de notre activité, on peut servir des belles histoires et des belles causes. Ma volonté est de faire reconnaître qu'il y a vraiment eu des justes en Corse. Mon grand-père paternel donc, était gendarme et j'ai appris qu'avec 2 de ses collègues, ils avaient caché des juifs.